tout le monde, c'est les Lucasfilles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Aujourd'hui, on attaque notre série Les Très Riches Heures du Dernier Jedi en hommage aux Très Riches Heures du Duc de Berry. Voilà, petit manuscrit du XVe siècle. Ça, c'est mon côté histoire de l'art. Et aux Très Riches Heures de l'Humanité de Stefan Zweig. Donc ça, c'est ton côté littérature. Bah ouais. En gros, c'est notre série où chaque mois, on va analyser une séquence ou une scène ou plusieurs scènes ou un arc narratif du Dernier Jedi. Donc voilà, on va faire ça pendant toute l'année. C'est l'occasion de vous offrir un éclairage différent sur ce film. C'est aussi l'occasion que vous ayez enfin droit à du spectacle de qualité, hein, donc histoire d'oublier la souffrance du dégueulis en bleu et de passer à la magnifique Rhapsodie en rouge que nous avait offerte Rian Johnson, qui, oui, on insiste, est un réalisateur de talent et Les Derniers Jedi est un putain de bon film. Voire, moi je dirais même un chef-d'œuvre. Je pense que tu oui. es d'accord avec ça. Ah ouais. bah c'est pour ça que ça ressort, hein. Alors les gens qui disent ouais c'est la faute à Rian Johnson, oui bah d'accord, effectivement c'est la faute à Rian Johnson d'être un réalisateur de talent, ou c'est peut-être la faute à Disney d'avoir embauché un réalisateur de talent. Donc on va essayer de vous le montrer 12 fois au moins cette année, une fois par mois. Donc on a décidé d'ouvrir ce livre, hein, donc ce livre d'images que vous proposez Aurélie, par la séquence du duel sur Crate. La planète Crate. Alors, en sachant qu'on part du moment où Luke sort en majesté dans toute sa gloire de l'abri du bunker de Crate pour affronter le premier ordre qui est en ordre rangé, prêt à attaquer la grotte, jusqu'au moment où Rey ferme la porte du Faucon Millenium. Voilà, donc ça va être très très dense et effectivement on va se concentrer sur Kylo, Luke et Rey dans ce passage. Bah ouais, un petit peu beaucoup moins sur Poe, Finn et BB-8, bien qu'ils seront mentionnés ainsi que Leia, mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, et c'est là qu'on voit que c'est bien fait, hein. Je pense que c'est quelque chose que je te redisais récemment, hein, Aurélie, quand on avait fait sur la fin de l'épisode 9, c'est-à-dire le fait qu'on voyait pas ce qui se passait avec les différents personnages. Là, il y a vraiment une mise en lumière intelligente sur ce que chaque personne représente, comment elle évolue et qu'est-ce qui se passe. Enfin, c'est intéressant pour ça. De même qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué toute cette séquence sur Crate qui dure un moment en disant que ce 4e acte n'était pas nécessaire et qu'il aurait fallu que le film se termine avant. On n'est pas d'accord, compte tenu des enjeux très importants liés à toute cette séquence pour les personnages principaux et pour l'arc des protagonistes. La bataille sur Crate, elle était essentielle et elle est symboliquement très très chargée, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ah, c'est juste magnifique, hein. Visuellement c'est superbe et comme tu viens de le dire, thématiquement c'est riche, fouillé, c'est un vrai petit bonheur, hein. Faites le bisou du chef, c'est que du délice, hein. C'est vraiment bien. On va s'appuyer entre autres, mais pas exclusivement, sur 2 métas que j'avais pu écrire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui moi m'avait vraiment passionné cette séquence. Sur Tumblr, j'avais pu écrire une première fois sur justement le symbole du nid et la représentation du nid et le symbolisme dans cette scène. Et une deuxième fois, j'étais revenue à la charge pour vous dire comment c'est une séquence que je trouve magnifique, sur le symbolisme du sang et de la corrida. Donc c'est des points qu'on abordera à un moment ou un autre, mais comme là j'ai la chance d'être accompagnée, Aurélie aura sûrement d'autres points de vue et on pourra en discuter ensemble. Donc c'est bien d'avoir aussi son éclairage qui va venir là. Mais j'avoue que tes métas ont largement influencé ma perception de cette scène. Pas que tes métas, mais ça a été très très éclairant. Donc j'espère que ce sera aussi éclairant pour vous. N'hésitez pas à revenir dessus dans les commentaires, à poursuivre la discussion. Ça va être très très sympa. Ah bah là, on va essayer de convaincre nos auditeurs, on va essayer de les brainwasher avec la splendeur décadente de la fin du Dernier Jedi, qui est une véritable apothéose. Alors, donc on a dit qu'on commençait avec... alors la séquence est très longue, on a décidé de la couper avant, parce que donc avant vous avez, pour remettre un petit peu la scène, vous avez évidemment la séquence avec Finn qui essaye de se sacrifier, le bisou de Rose en prédatrice sexuelle, vous avez tout ça avant avec qui est mentionné, Leia qui attend dans le hangar, c'est très beau aussi. Bon, on a évacué ça et on évacue également le passage où Leia et Luke se revoient après toutes ces années, puisqu'ils ont été séparés pendant toutes ces années. C'est une très belle scène qui est très bien jouée, mais on a décidé de la zapper complètement. Donc on a Luke Skywalker en sexy motherfucker qui a décidé de perdre 10 kilos.
10 ans. 20 ans, voilà, exactement, qui s'est refait la barbe, le look, qui est passé de Big Lebowski à Super Daddy pour aller voir son neveu. Et donc il apparaît avec une musique d'ailleurs, alors là pour le coup John Williams nous a bien gâté avec une magnifique musique bien pompeuse, on va dire, mais dans le bon sens du terme. Ah, c'est presque du Strauss, c'est presque une marche de l'empereur hein, voilà. Quand il sort de la grotte, donc de cet utérus par cet accès vaginal, hein, qui est vraiment... Ah, ça va encore énerver tes quelques chastes oreilles, ça. Hein. Mais alors, en plus, l'entrée vaginale, là, elle est en feu, hein, donc elle est en feu. J'irais diagnostiquer une mycose ou quelque chose, je sais pas, mais il y a un problème. Il y a eu pénétration forcée. Une tentative de pénétration forcée. D'ailleurs, au passage, ce fameux canon, là, géant. Alors, est-ce que Kylo essaye de compenser pour quelque chose ? Je n'espère pas. Mais j'espère pas, non. Mais disons qu'il a sorti le gros canon, et alors, le gros canon, au passage, est accompagné par deux petites... c'est pas des boules, mais il y a quand même de chaque côté une espèce d'appendice qui accompagne le gros canon. Hein. Je constate ça. Ce sont des contreforts ou même des arcs-boutants pour le caler. Oui, si tu veux. Pour compenser le recul. Ça accompagne. Non, je crois que c'était pour tirer l'objet, moi. Ça, c'était le truc. Alors, c'est pour le tirer, mais à un moment donné, t'as des contreforts qui sortent comme des pattes d'araignée qui s'enfoncent dans le sol de part et d'autre pour pouvoir le caler, comme n'importe quelle grosse pièce d'artillerie, pour limiter les effets du recul. Bon, alors je sais pas si du coup, parce que c'est quand même du laser, donc est-ce qu'il y avait besoin d'avoir du recul avec ça ? Bon, enfin bref, il y a eu une tentative de pénétration de la grotte qui est interrompue, comme la scène de Acto d'ailleurs, où il y avait tentative de rapprochement entre Rey et Kylo, qui est interrompue par l'arrivée de Luke, qui décidément est en mode coq-bloc permanent. Il énerve ce pauvre Kylo, hein, vraiment. Vous resterez puceau toute votre vie, c'est malheureusement vrai, mais ça on le savait pas encore, et eux non plus. Je pense qu'il s'est dit que puisque lui il était resté puceau, il n'y avait pas de raison que son neveu il aurait cassé la baraque. Exactement. Mais si moi j'ai renoncé à la chair, toi tu n'auras pas droit non plus. En l'occurrence, quand on a la scène où les deux jeunes gens se touchent la main, c'est du consenti, c'est de l'amour, c'est très mignon. Donc là, il interrompt un rapport qui est consensuel. Lorsqu'il sort de la grotte sur Crate, il interrompt quelque chose qui n'était pas consensuel, qui est dans la violence. Et il empêche son neveu de faire encore plus de mal au principe féminin, hein, dans cet accès de rage qu'il a, puisque il attaque la mine où se trouve l'utérus, où se trouve sa mère, pour se venger du rejet de sa compagne, en l'occurrence de Rey. Donc c'est quand même Kylo qui est extrêmement agressif vis-à-vis du féminin, alors qu'il a accompagné l'éveil féminin de Rey pendant tout le film jusqu'à ce qu'elle le rejette. Je pense qu'il y a ça aussi qui se passe dans l'échange entre les deux hommes. Et tout ça, j'ai l'impression moi que Luke se fait un peu le champion du féminin parce qu'il sort, donc il vient de faire un bisou à sa sœur, il sort de cette matrice où est sa sœur, en sachant que Rey dans les parages et qu'elle va aider leurs enfants, la résistance. Et il est dans une démarche non violente absolue, donc qui est extrêmement féminine comme approche, pour aider son neveu à faire sa catharsis et à évacuer cette rage contre le féminin et à calmer donc son masculin qui est enragé. Donc moi je l'interprète aussi comme ça, si tu veux. T'as le masculin enragé d'un côté qu'il faut calmer et en face le champion du féminin qui va l'affronter dans la non-violence absolue. Je me demande si aussi symboliquement cette séquence c'est pas une manière pour Kylo de retuer Ben Solo, tu vois, c'est-à-dire une espèce d'avortement forcé, parce qu'encore une fois c'est là où se trouve sa mère, et donc il y a ce saignement hein, qui puisque cette planète, on revient sur la planète Crate qui est magnifique, puisqu'il y a effectivement un rappel de Hoth qui était dans le deuxième volet donc de la trilogie originelle. Donc il y a cette planète blanche qui ouvrait, et donc là en plus on ferme le deuxième volet au lieu de l'ouvrir, mais il insiste bien par une petite séquence, hein, un tout petit moment où vous avez un soldat qui précise que c'est du sel pour bien nous dire que non, ça n'est pas une planète recouverte de neige mais une planète recouverte de sel, ce qui a une grande importance. Encore une fois, Rian Johnson ne met jamais des choses par hasard, hein, on l'a bien vu avec À couteau tiré, et là c'est pas non plus fait par hasard. Cette planète de sel qui est en dessous couverte de minéraux rouges, une espèce de cristaux rouges, donc forcément quand le sel est enlevé ça laisse une impression de saignement
enseignements. Et c'est vrai que tout est mis en place pour nous montrer. Alors, c'est l'épisode le plus gore de tout Star Wars. De manière symbolique, mais aussi psychologique. Oui. Alors, c'est pas à la Kill Bill avec des flots de sang, etc. Mais il y a des flots de sang effectifs, c'est-à-dire justement quand Kylo décide de pilonner la vision de son oncle, on a l'impression que c'est des torrents de sang qui sont en train d'être projetés. Enfin, c'est cette impression-là, c'est la boucherie, quoi. Et donc là, on a finalement cette entrée vaginale qui est en mode boucherie, puisqu'elle vient juste d'être pilonnée. Ce qui fait un peu comme un avortement. Et donc, comme c'était la mère qui était dans la résistance, qui est l'origine familiale de Kylo, qui a tué le père, qui n'a pas été capable de tuer sa mère dans la fameuse séquence du Radius, mais qui là se dit finalement revient à la charge en mode bah écoute, faut vraiment tout annihiler du passé. D'une certaine manière, c'est lui aussi qu'il est en train de tuer, parce que sa haine elle est souvent projetée plus contre lui qu'autre chose, hein. Donc d'une certaine manière, il est encore en train d'essayer de tuer Ben Solo. Et là finalement Luke ressort dans ce que tu as dit avant, c'est-à-dire ressort en mode no passaran, you shall not pass là, en mode bah non, tu vas pas tuer Ben Solo mon coco. En fait, il est là pour lui rappeler Ben Solo. C'est pas anodin que une fois que Kylo descend affronter son oncle parce que les canons n'ont servi à rien, toute sa force de feu n'a servi à rien, c'est quelque chose de personnel, donc il doit descendre en personne affronter son oncle. C'est ce que veut Luke, bien sûr, parce qu'il doit se présenter ses excuses à Kylo. Mais donc du coup, le premier truc que dit Kylo à son oncle, c'est « Tu es venu pour dire que tu me pardonnes, pour sauver mon âme ?» Donc déjà, c'est une petite pique vis-à-vis de Rey, parce qu'elle a échoué à faire ça. Et c'est une façon aussi, c'est comme s'il disait à son oncle la même chose qu'il a dit à son père sur Starkiller, à savoir ton fils est mort, là ton neveu est mort, je l'ai tué, donc il n'y a plus d'âme à sauver, il n'y a plus personne à sauver. Donc effectivement, tu as tout à fait raison, c'est comme si il voulait réaffirmer Kylo Ren parce qu'il est persuadé que c'est tout ce qui lui reste, en particulier après le rejet de Rey. Il veut enfoncer le clou et systématiquement, Luke va lui mettre le nez dans son incohérence et lui rappeler que non, il est Ben Solo. Il n'est pas Kylo. Il est Ben Solo. Et ça, c'est aussi renforcé dans la novélisation, puisque de souvenir, mais il dit bien qu'à ce moment-là, Luke voit bien qu'à l'intérieur, il y a toujours le même petit garçon ou le même jeune homme qu'il avait connu avant. Et qu'autour, il y a une espèce de coquille vide qui s'appelle Kylo Ren, qui n'a plus besoin d'être un masque, hein, mais c'est une identité. Et quand on sait qu'en plus, c'est une identité Kylo Ren que Ben Solo s'est créé quand il était enfant, parce que c'est ce qui est ressorti de la BD L'Ascension de Kylo Ren. Enfant, il s'est bâti cette identité pour se protéger, parce qu'il se sentait tout seul, pas aimé, monstrueux, etc. Donc il dit, tant qu'à faire, je vais épouser cette version-là, et depuis tout ce temps, il essaye de se débarrasser de Ben Solo, qui est faible, que personne n'aime, qui est vu comme une menace, etc. Enfin, il veut absolument devenir le monstre que tout le monde voit en lui. Il n'y arrive pas, bien sûr, mais là, c'est le moment où il va essayer de réaffirmer cet alter ego maléfique face à son oncle et à tout le premier ordre. Et c'est très bien fait dans le jeu d'Adam Driver, parce qu'au moment où il apparaît comme un prince Disney avec sa cape, sa veste noire là, il arrive vraiment en mode chevalier, hein, enfin prince de conte de fées, chevalier noir, prince noir. Ouais. Voilà, avec la cape, il se tient droit, digne, etc. Et en fait, du moment où il tombe la cape, qui est un geste qu'on a vu faire plusieurs fois par Anakin ou par Obi-Wan, enfin il tombe la cape, et à ce moment-là, il se transforme en bête. On revient dans une dévolution qui redevient un animal, parce que moi j'avais codé comme un taureau, puis il y avait également sur la liste Spotify une chanson d'Atreyu qui s'appelle Becoming the Bull, devenir le taureau, et il se transforme effectivement en animal qui va affronter le matador Luke. Oui, en taureau furieux, en plus il a quand même cette pose, il stompe, hein, il frappe du pied au moment où il dégaine son sabre, donc c'est quelque chose qu'il faisait déjà dans l'épisode 7, en particulier dans le teaser, on le voit reprendre cette pose, parce qu'il y a un côté très théâtral, c'est bien Skywalker, hein, dans l'épisode 8, dans cette scène. Il frotte pas du pied avant de courir après son oncle, mais il aurait pu. Moi ça m'a fait penser au clip de Sans Logique de Mylène Farmer, où elle se transforme en taureau, elle embrasse sa part d'ombre et elle se transforme en taureau dans le clip en fait.
y a des parallèles très intéressants, même si la palette n'a rien à voir parce qu'elle c'est dans une espèce de plaine désolée, dans des tons sépia, noirs, etc. Mais tu la vois à un moment donné gratter du pied et Kylo, cette posture, c'est vraiment ça. Donc effectivement, le parallèle avec le taureau... Ah ben, on le voit quand même gratter du pied d'une certaine manière, puisque ça fait partie du jeu aussi pour commencer à nous donner l'indice que Luke n'est pas là, puisque on voit le pied de Kylo qui écorche la surface du sol et qui enlève le sel pour montrer la surface rouge, et à un moment on a le même passage avec Luke et il se passe rien. Alors la première fois on le remarque pas forcément, hein, mais c'est il se passe tellement de choses, voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses. Donc il le fait d'une certaine manière. Et si on repart avec d'autres comparaisons qu'on a pu faire, on peut penser aussi au taureau à Darkness dans Legend. On revient encore là-dessus, hein, puisque c'est encore une image de taureau furieux. Donc c'est tout à fait cohérent cette représentation de corrida avec ce qu'on a pu avoir dans le 7 ou dans le 8 en fait. C'est extrêmement phallique. Déjà, il y a les sabres. Il y a des enjeux phalliques, on l'avait évoqué dans notre vidéo, le sexe dans Star Wars, puisque là, Kylo est blessé dans sa masculinité à cause du rejet de sa compagne, de Rey. Et donc, du coup, faut qu'il fasse ses preuves, qu'il s'impose face à la résistance, face au Premier Ordre dont il prétend prendre le contrôle, et face à son oncle, qui l'a presque émasculé au moment où l'a basculé, et qui est la cause d'un de ses plus grands traumatismes. D'ailleurs, dans une corrida, ça se termine par les oreilles et la queue. Ouais, c'est ça. Hein, non, c'est surtout que ça se termine par tu peux aller manger à côté dans les bodegas, là, les coronas du taureau dans une soupe. Hein. Oui, qui est une partie très prisée. Et... Alors, en sachant que, on n'est pas en train de faire l'apologie de la corrida, hein, je tiens à le dire. Ah, absolument pas. Nos amis, non. Les animaux et aux gens qui sont sensibles à ça, on n'est pas en train de dire que... Mais ça fait partie d'une lecture, un niveau de lecture, donc on est obligé d'aborder. Et puis ce sont les usages autour de la corrida. Moi, je me souviens, gamine, on m'avait emmené voir des corridas, parce que j'ai de la famille espagnole, sans raconter toute ma vie. Et ce sont des choses que j'ai vues... faire. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais on sait aussi que la corrida se termine par la mort du taureau. Parfois la mort du matador, mais c'est pas le but normalement. Mais qui dit mort peut dire aussi renaissance. Donc il y a ça aussi qui se passe à Crate en tout cas. Si on reste sur cette métaphore de la corrida, c'est vrai qu'on a déjà le fait d'avoir le sang sur le sable et le sang, hein, c'est la corrida, hein, donc je dis ça, un spectacle gore, hein, encore une fois, avec à l'origine des origines sacrificielles mythologiques, hein, ça remonte jusqu'à l'époque de Crète, hein, et alors Crète d'ailleurs. Crate et la Crète, hein, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là auquel j'avais d'ailleurs jamais pensé avant que je vous le dise, mais là d'un coup ça a fait... Parce que ça se prononce pas pareil en anglais. Et exactement, mais je me demande si quand même, parce que oui, que crétois, je pense que c'est pas très très éloigné non plus en anglais, hein, Crete, quand tu dis Crete, c'est quand même assez proche. Donc c'est vrai qu'on remonte à des traditions minoennes, hein, de sacrifice du taureau, où il y a quelque chose de mythologique là-dessus. Alors je crois que l'idée c'était d'apporter la fertilité, justement, la renaissance, hein, c'était ça le but. Donc normalement, Kylo Ben est codé comme le taureau sacrificiel. Alors grâce à l'épisode 9, nous savons que oui, en effet, c'est très dur, mais normalement ça aurait pas nécessairement, justement, la fin de l'épisode 8 partait sur autre chose. Donc justement, il y avait une subversion. Alors vous savez ce qu'on pense des subversions. Généralement, c'est du pipeau. Là, la subversion, elle était justement bien faite. Parce que on se retrouvait dans une position où le matador n'était pas là pour tuer le taureau. Il était là pour se sacrifier pour le taureau. Donc justement, on avait un processus inverse de sacrifice. Il y a un sacrifice, le sacrifice de Luke. Et au lieu du sacrifice par la haine, ou etc., j'en sais rien, je ne dis pas qu'il y ait de la haine entre le taureau et le matador, parce qu'en théorie, il devrait y avoir du respect pour la violence de l'animal ou sa force, etc. Tout à fait. Il y a quand même là ici l'idée que lançait Rose dans la scène juste avant, qui était le sacrifice au nom de l'amour. Tout à fait. C'est intéressant cette inversion des valeurs, parce que là il y a énormément de respect, il y a énormément d'amour, il y a une blessure profonde qui a été déjà délivrée par celui qui se présente comme le matador au taureau et qu'il est venu réparer. Au prix de sa vie, et faut pas s'y tromper, quand Luke se met en méditation sur Arto, il sait très bien qu'il va y laisser sa vie. Il va donner sa vie pour
son neveu, pour donner une chance de guérir à son neveu. Ce qui, ça aussi, nous était annoncé, puisque au tout début, dans le premier Force Bond, tout de suite, Kylo disait non, les forts te tueraient si tu essayais de te projeter de l'autre côté. Donc... Si Kylo le sait, Luke le sait, c'est peut-être même quelque chose qu'il a appris quand il était à l'académie avec Luke. Et surtout quand du coup Kylo se rend compte que son oncle s'est projeté et que c'était une illusion et qu'il s'est battu avec une ombre pendant tout le temps, mais ce qui est normal puisqu'en fait il se bat avec lui-même, avec ses psychoses, ses angoisses, son trauma, son passé, donc c'est une ombre, une illusion. Et donc au moment où il se rend compte qu'il se bat avec cette projection, il sait très bien au moment où la projection s'éteint que son oncle va mourir. Que son oncle va mourir et qu'il n'aura pas sa revanche. Pas telle qu'il l'avait imaginé en tout cas. Mais tu vois, on parlait de la crête, etc. et du taureau. On peut aussi voir Kylo comme le Minotaure, c'est-à-dire que c'est cette créature hybride, mi-Kylo, mi-Ben, à la fois dans l'obscurité et attiré par la lumière, qui est piégé dans cette espèce de labyrinthe fait de mensonges, fait de souffrances, tissé, tu sais, un peu comme la toile, maintenant on sait que c'est Palpatine, mais à l'époque on pensait que c'était Snoke. Et en fait, Luke, c'est au lieu d'être Thésée qui vient tuer la créature, c'est plutôt Ariane qui vient tisser le fil pour l'aider à sortir. Moi, j'ai ce visuel aussi. Ariane, c'est Rey normalement. Et c'est Rey aussi. C'est Rey qui aurait dû... Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on a dans l'épisode... Enfin, on se retrouve dans une structure labyrinthique souterraine qui fait penser au labyrinthe minoen, avec au cœur du labyrinthe plutôt d'ailleurs, pas tellement le Minotaure, mais Palpatine, effectivement. Et malheureusement, Thésée n'en sortira pas. Il n'en sortira pas. Thésée / Orphée n'en sortira pas. Le fil d'Ariane. En sachant que c'est en plus l'image du fil, il y a cette idée du fil rouge dans la culture orientale, qui est normalement censé unir deux êtres qui sont prédestinés l'un à l'autre, qui est un thème qui a été beaucoup repris par de nombreux rélos, et même par Rian Johnson, qui avait teasé sur son Twitter de nombreuses fois le fil rouge, et qui est validé d'une certaine manière dans l'épisode 9 par le concept de la dyade, du fait que ces deux êtres-là sont liés à jamais. Alors le fil, il est cassé. Est-ce que, et ça on est dans le prospectif et dans le spéculatif à donf, mais est-ce que justement il n'y aura pas moyen d'avoir une nouvelle recherche du fiancé disparu avec le monde entre les mondes, avec ce fil qui peut-être n'est pas complètement cassé mais juste distendu, voilà, c'est... On resterait sur cette métaphore. Vous voyez que cette métaphore du labyrinthe minoen, etc., se poursuit même au-delà finalement de l'épisode 9. Il y a une cohérence possible interne qui peut continuer même au-delà s'il y a des gens assez intelligents pour le faire. C'est ça. Donc ce ne sera pas JJ et Terrio parce que JJ, dans une interview, a été justement, avant la sortie de l'épisode 9, interrogé sur la notion de fil rouge et des âmes sœurs telles que on peut rencontrer ça dans la culture d'Extrême-Orient. Et il a dit non, c'est pas du tout inspiré de ça. Donc il y a pas mal de méta qui, pensait-on à ce moment-là, tombaient un peu aux oubliettes, quoi. Enfin, était bon à ajouter. Et en fait, à travers ce que tu dis, on se rend compte que pas du tout. Il faut juste que quelqu'un du calibre de Rian Johnson, qui connaisse bien ces mythes et ces symboles, reprennent un peu le flambeau. Ouais, enfin, je pense qu'il faut se méfier de la conception de l'art oriental ou des mythes orientaux par J.J. Abrams et Chris Terrio, parce que même... je crois qu'ils n'ont pas tout pigé. Parce que le masque, d'avoir validé justement le fait que le masque réparé, reforgé de Kylo dans l'épisode 9 était inspiré du rite de Kintsugi, on voit pas comment dans l'épisode 9. Donc je pense qu'il n'a pas compris. Le yin-yang, le yang sans le yin, tu m'expliqueras quoi. C'est pas possible non plus. Donc voilà, il y a des petits soucis avec l'épisode 9. Mais bon, l'épisode 8, encore une fois, on a été régalé par quelqu'un qui sait très bien comment communiquer des choses très profondes à travers l'image. C'est sûr que là, du coup, on est obligé d'évaluer en permanence cette scène avec ce qui se passe dans le 9, parce qu'on n'aurait pas fait les choses de la même manière, évidemment, avant l'épisode 9. Là, on est obligé de faire des parallèles, parce que c'est vrai que ça amène à des comparaisons qui ne vont pas, encore une fois, faire ressortir l'épisode 9 sous une lumière très positive, en fait. Oui, c'est-à-dire que le génie de l'épisode 8 fait que l'épisode 9, on est obligé un peu de le prendre d'une façon pas très flatteuse. Quand on voit toutes les possibilités qui sont tombées à plat, on pensait avoir un soufflé, on a eu une crêpe, c'est un petit peu emmerdant quand même. Ouais, la crêpe, elle est restée collée au plafond. Peut-être revenir sur la notion de sel,
sur la surface. Le sel, ouais. Et de la Très important. blessure au sol dans l'affrontement, dans le face-à-face entre les deux hommes. Donc ils se retrouvent finalement sur une mare de sang au début de... Et au fur et à mesure, on voit comment cette mare de sang est en train d'évoluer. Là encore, il y a un très beau visual storytelling qui est mis en place. Il y a la lumière derrière qui change au fur et à mesure. Et vous avez cette mare de sang dans laquelle les deux hommes sont au début et se font face, qui au fur et à mesure finit par être recouverte d'une fine pellicule de sel. Donc comme si la blessure était en train de guérir, commence à guérir. Alors sachant qu'avec la notion du sel, c'est un peu compliqué parce que si vous mettez du sel sur une blessure, aïe, ouille, ouille. Donc le fait qu'il y a encore beaucoup de souffrance qui est là. Néanmoins, le sel est parfois codifié, enfin souvent codifié comme une métaphore de la réparation, de l'exorcisme des démons. Enfin, c'est utilisé dans plein de rituels pour enlever le mauvais sort. C'est dans plusieurs cultures, pas seulement orientales. Vous pouvez penser aux sumo qui font ça, qui mettent du sel autour pour se protéger des mauvais esprits, mais même en culture occidentale, ça se faisait quand on arrivait dans une nouvelle maison. Je pense notamment en Italie, je crois que c'est quelque chose qui se fait, de donner du sel et du pain. Le pain pour que la maison ne manque jamais de rien, et le sel pour justement préserver du mauvais sort et du mauvais œil. Ah, mais ça se fait encore. Moi, ma grand-mère, elle mettait encore des petits bols remplis de sel sous son lit. Ah pour oui. éviter qu'on la maraboute, qu'on lui jette des sorts. Et jeter le sel par-dessus son épaule Oui, aussi. oui, oui. Donc voilà, et puis le sel aussi, il y a la notion de... c'était une denrée rare, Oui, c'est qui précieux. coûtait très très cher, très précieuse. Donc offrir du sel ou répandre du sel, ça n'a rien d'anodin. Il y a une notion de sacrifice dans le fait de se séparer de cette richesse. Donc en fait, il y a tout ça qui est lié dans cette scène. Effectivement, la blessure se recouvre de sel. Donc pour tous ceux qui avaient des coupures quand ils sont allés à la mer, bah oui, ça pique, ça fait mal, mais ça cautérise et surtout ça empêche les infections de se répandre. Donc en fait, là t'as Kylo qui crache son poison à la gueule de Luke, qui évacue son poison, et comme le sel vient se redéposer sur la plaie, ça ne pourra plus s'empoisonner. On sort le pu, on sort la saloperie, donc il fait vraiment sa catharsis, et normalement le processus de guérison est entamé dans la souffrance, parce qu'il y a tellement de souffrance, la blessure est tellement profonde que cette guérison ne peut pas se faire en douceur, en mode bisounours, c'est pas possible, pas avec le passé de ce personnage et son tempérament. Mais ça fonctionne tout à fait, et le fait de répandre du sel comme ça, c'est une forme de sacrifice. Donc tu as le sacrifice du taureau, ou plutôt là du matador, et tu as aussi le sacrifice du sel, qui est nécessaire pour soigner la blessure, parce qu'elle est trop profonde. Enfin, moi je l'interprète comme ça aussi. Oui, non, mais encore une fois, j'espère que ça va vous convaincre que c'est extrêmement bien fait et extrêmement intelligent. C'est vraiment intéressant ce qui a été fait à ce niveau-là. Et puis Ryan, justement, lui, il a réfléchi aux planètes qu'il a créées dans l'épisode 8. Et la planète de Crate, elle symbolise vraiment Kylo, de même que Arto symbolisait Luke, mais plus largement aussi Rey. Oh, ça symbolisait plus Rey que Luke, je dirais, moi. Bah finalement oui, elle se l'approprie dès qu'elle arrive. Ouais, il n'était pas à sa place, Luke, sur cette planète. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il était coupé de la Force. Il était coupé de la Force de même que il était coupé de la planète, alors que Rey arrive pour découvrir la Force, et ça s'accompagne avec la découverte de sa sexualité, et l'île représente complètement ça. Donc vous avez Arto, qui est une île verte, c'est l'Irlande, etc., rocailleuse. On n'a jamais eu ça encore dans Star Wars. Donc ça, c'est Rey au début du film. Et à la fin du film, vous avez la planète de Crate. Pareil, on n'a jamais eu une planète comme ça dans Star Wars avant, qui symbolise Kylo. Et sa souffrance, ouais. Et sa souffrance, ouais. Rien n'est gratuit dans ce film. Non, bah non, parce que c'est fait par quelqu'un qui a bien réfléchi. En sachant que tout le temps, il y a également un commentaire permanent sur la question de renaissance. On a parlé déjà d'avortement ou de tuer peut-être sa figure de Ben Solo, mais c'est vrai qu'on a commencé très fort avec l'ouverture ionique et sachant que ça encadre vraiment l'entrée et la sortie de Luke Skywalker. En tout cas pour la séquence qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'il apparaît dans cette ouverture ensanglantée, en feu, enfin vraiment dans la souffrance, et on le voit pour la dernière fois, alors vu de l'intérieur de la grotte de Ahch-To, du temple du premier Jedi, et donc on le voit pareil disparaître dans une ouverture ionique avec le soleil, et cette fois avec
une musique apaisée, apaisante, glorieuse, hein, donc c'est le thème de la force, Oui. le terme du Binary Sunset, donc qui lui boucle la boucle, et donc cette mort n'est pas une mort, c'est vraiment une autre vie, Si on compare encore une fois avec l'épisode 9, c'est terrible à faire, mais la mort de Luke, aussi pénible a-t-elle été pour de nombreux fans de ce personnage, aussi triste puisse-t-elle être quand on a aimé et que ce personnage nous a accompagnés pendant des années. Au moins, comme le disent d'ailleurs les autres personnages dans le film, on a un sens qu'il est parti en paix et en ayant accompli un but. Parce que non seulement ils ont eu leur personnage de Luke badass, pour lequel ils ont pleurniché, mais là il est extrêmement badass dans cette scène, il arrive en beauté, en majesté, il fait des gestes qu'on lui a jamais vu faire, il affronte le Premier Ordre tout seul et son neveu tout seul à la Matrix, donc il est vraiment bien mis en valeur. Il est cohérent avec son personnage puisque c'est un personnage qui normalement est empreint de compassion, d'amour, de dignité, de respect, etc. Il est exactement présenté comme ça. Et on a le temps de lui dire au revoir. C'est-à-dire qu'après son sacrifice, on le voit, il est rouge, il est pas bien, il tombe par terre après avoir achevé sa projection. Donc on le dit, oh là là, il est en souffrance, ce qui pourrait être pénible. Si on coupait comme ça, ce serait horrible. Mais ils prennent le temps de nous le montrer remonter sur son rocher, se remettre et avoir ce visage extrêmement lumineux, beau, magnifique. Merveilleuse interprétation de Mark Hamill, où on sent que il a accepté, il est au bout, il est content, il est en paix, il s'en va, il revoit Et lui, pour le coup, avoir le double soleil et cette musique-là, ça a un sens, pas pour Rey à la fin de l'épisode 9, qui n'a rien à voir avec ça, puisqu'elle n'a pas été introduite comme ça. Pour Luke, ça a ce sens-là, il est arrivé au bout de son voyage. Et au lieu d'avoir une impression de, je sais pas, d'extinction ou de fin, finalement, on se retrouve avec cette ouverture vaginale à la fin, oui, cette ouverture ionique, et donc finalement, on sait il commence une autre vie après, dans la force. C'est une forme de renaissance dans la force. Oui, en pensant qu'en plus, il a aidé peut-être à faire renaître la résistance, à faire renaître son neveu, et d'avoir accompli quelque chose de positif. Et faire renaître sa propre légende contre laquelle il était remonté pendant tout le film, et qui, normalement, est l'étincelle qui donne espoir à la galaxie. Et c'est quelque chose qui a été complètement abandonné dans l'épisode 9, ce qui est très dommage, parce que finir l'épisode 8 sur le petit garçon qui a la force avec son balai, et qui a l'anneau de la rébellion, avec cette musique tellement inspirante, qui regarde vers les étoiles, et qui peut devenir plus que ce qu'il est. Et qui peut devenir Luke Skywalker. Il peut être Luke Skywalker, il peut faire une différence, parce que Luke Skywalker a ravivé, a ressuscité sa propre légende, et c'est l'étincelle, normalement, qui était censé redonner du courage dans la galaxie. Parce que finalement, sa sœur espérait qu'il ferait de son vivant et qu'il accomplit en se sacrifiant. C'est une fin pleine d'espoir qui est tournée vers l'avenir. Et que ce soit pas du tout exploité dans l'épisode 9, c'est incroyable. Non, mais qu'à la limite, je ne m'attendais pas nécessairement à revoir le garçon au balai, mais Pas celui-là, oui. Mais les effets de la résurrection de la légende de Luke Skywalker dans la galaxie. Moi, les effets dans la renaissance de certains personnages dans leur arc, etc., ça, c'était quelque chose qu'on pouvait espérer avoir. Puisque l'accent était vraiment mis là-dessus. Et d'autant que, alors, moi, quand j'avais analysé cette scène sur mon autre chaîne, j'avais comparé Luke à un bodhisattva. Un bodhisattva, c'est une figure du bouddhisme. En fait, c'est un être qui a le potentiel de devenir Bouddha, donc d'atteindre l'éveil, et qui retarde volontairement son accès à l'éveil pour servir de guide à des êtres qui sont moins avancés sur le chemin de l'éveil. Donc c'est un être qui est plein de compassion. Et Luke, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on le voit atteindre l'éveil en termes bouddhiques ou passer dans la force, c'est la façon dont il disparaît, comme tu l'as dit, il est en paix, il est serein, il est transfiguré, il est magnifique. Cette scène est sublime. Il avait retardé cet accès à l'éveil parce qu'il était dans la colère, était dans la tristesse, etc. Et par son sacrifice, il amène Ben vers l'éveil et plus largement la galaxie aussi. Cet acte-là d'espoir en demandant pardon à Ben, en lui donnant une chance de faire sa catharsis et en redonnant à la galaxie l'étincelle dont elle a besoin.
Oui, puis aussi triste cette disparition soit-elle, c'est pas une disparition, on la vit pas comme une disparition à la fin, parce que justement, d'abord on laisse les personnages enfin, porter son deuil, enfin réagir à cette mort, ce qu'on n'a pas dans l'épisode 9, encore une fois. Ouais. Voilà, donc il y a une réaction, on les sent pas inquiets, on sent que les personnes qui l'aimaient, que ce soit Leia, pardon, et Rey qui s'est finalement attachée à lui, alors on se demande bien pourquoi, parce qu'il a été un peu cactus avec elle, mais ils font le commentaire qu'il est parti en paix. Donc déjà, on est rassuré parce que y a des gens qui savent qu'il est parti et puis qui marquent un temps de tristesse, mais également un temps de ah ouais, mais en fait, il a eu une fin heureuse, celle qu'il souhaitait, etc. Et en plus, Luke s'en va en nous ayant fait la promesse de revenir. Parce que la dernière chose qu'il dit à Kylo, c'est on se reverra gamin, bon, qui reprend les paroles de Han en plus, donc c'est un petit en plus il meurt sur un clin d'œil quand même, hein. Ouais. C'est quand même pas rien. Et donc on se dit du coup, ah bah là pas de problème, on le revoit dans le 9. Je veux dire, je pense qu'il y a personne qui allait voir avant même que sortent les photos de Vanity Fair où on savait qu'il allait apparaître. Personne n'a pu aller à l'épisode 9 en se disant on ne reverra pas Luke Skywalker. Genre, c'était pas un scoop, c'était pas un twist de revoir le fantôme de la Force Ghost. Exactement. Bah ouais. On pensait pas qu'il ressortirait en schtroumpf. On pensait pas qu'il ressortirait avec sa perruque dégueulasse ou qu'il ressortirait sur Acto avec Rey comme s'il avait jamais quitté l'île, tu vois. Et moi je pensais qu'il allait plutôt emmerder Ben, mais continuer son travail avec Ben. Et s'il lui dit on va se revoir gamin, il devait le revoir et il lui réadresse même pas une parole, il est même pas là à la fin pour lui dire. Bref, voilà, je ne sais pas quoi dire. Mais en tout cas, on savait qu'on le reverrait. Donc, on savait où il était. On n'était pas triste. On était triste, mais on était triste en se disant « Ah ouais, mais en fait, personne n'est jamais parti. Il n'a pas arrêté de nous le dire. Et puis, on sait qu'il y a Yoda. Et puis, on a vu... Et puis, il vient de dire qu'il va revenir. Et puis, on sait qu'il est parti en paix. » Donc, du coup, c'était OK. Je reverrai Luke Skywalker. Si je recompare avec la fin de Ben Solo, je rappelle que tout le monde est en mode... il est où Ben? Il est devenu quoi, Ben? Même dans le cinéma, il est où Ben, putain? Mais il est où Ben? On n'a pas l'impression qu'il est parti en paix, parce qu'en plus, il n'est même pas parti sur son sourire, hein. Il est parti en mode « je tombe par terre, c'est la faute à Voltaire », et il disparaît sans rien, sans une parole, sans un truc, sans que... Mais, encore une fois, ok, vous me le tuez, mais il aurait fallu une phrase, même la fameuse phrase qui était dans la novélisation depuis l'épisode 7, « on se reverra, mon cœur », j'acceptais la mort de Ben. Là, je ne l'accepte pas parce qu'elle nous est donnée sans paix ni accomplissement, contrairement à Luke. Il est mort... le point commun qu'il a avec Ben, c'est qu'il est mort selon ses propres termes, puisque c'est son choix de donner sa vie. Il est mort après avoir eu une vie, hein. Puis il a eu une vie. Il a eu une vie, etc. Mais c'est vrai que cette dernière phrase qu'il dit à Ben, elle est très intéressante parce qu'elle vient en renfort, elle réappuie là où ça fait mal, puisqu'elle lui rappelle Han Solo à Kylo. Il avait dit à Kylo juste avant, si tu me frappes dans la colère, je serai toujours avec toi comme ton père. Et là, hop, il utilise le mot kid, donc il lui parle comme Han Solo devait appeler son fils au moment de quitter Ben. Donc l'autre, il arrête pas de dire « Je suis Kylo, regarde, je suis un gros méchant, tout en colère. » Et lui qui arrête pas de lui dire « Non, tu es Ben. Non, tu es Ben. Non, tu es Ben. » Et pour bien faire, il a en plus choisi l'apparence qui était la dernière apparence que Ben lui a connue, puisqu'il revient sous la forme, la dernière forme, quand ils se sont quittés la dernière fois. Alors avec une différence quand même, c'est qu'il a choisi le sabre bleu, le sabre de l'héritage, au lieu du sabre vert qui était le sien. Donc là, comme on avait déjà dit, c'est plus pour irriter en mode j'ai un lien avec Rey, ou elle est revenue me parler, ou j'en sais rien, enfin je sais pas, ou peut-être pour lui rappeler qu'il vient d'une destinée, d'une famille. Je pense que c'est peut-être plus ça aussi, c'est peut-être plus pour dire que tu fais partie de la famille Skywalker, souviens-t'en. Hein. Ou alors c'est l'équivalent ça reste l'équivalent du drapeau rouge. Oui, pour l'énerver, oui. Pour le taureau, pour l'énerver. Ça colle aussi avec l'idée de la corrida, mais je crois que tu l'avais dit dans ton méta. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi l'apparence qui fait que... ce sabre bleu, c'était vraiment pour l'énerver, quoi. On reste dans l'histoire de projection aussi, dans le mode jungien, hein, l'ombre. Hein, c'est-à-dire que là, Luke, c'est l'ombre de Kylo. Hein, c'est-à-dire, c'est tous ses traumas. En plus, il est là pour rappeler toutes les choses qui sont pénibles pour lui. C'est-à-dire son père, la mort de son père. Tu pourras jamais chasser
ton père, sa famille, ce qui s'est passé au temple Jedi, enfin, ça réactive tout ça en fait, tout ce qu'il essaye d'effacer. Et il lui rappelle que Rey est là, et il lui rappelle qu'il ne sera pas le dernier Jedi, donc que de toute façon, Kylo, il a échoué à éradiquer l'ordre Jedi, et c'est pas en tuant Luke qu'il éradiquera les Jedi. Donc il y a ça aussi. Et moi j'étais persuadée quand il lui dit je ne serai pas le dernier Jedi, qu'il parlait de Ben en fait. Ouais, ça pouvait. Voilà, ça pouvait, parce que le dernier qui a vraiment été formé comme un Jedi de façon correcte, pas tout seul avec ses bouquins tout pourris, c'est grâce Ben. à l'aide de Beaumont. Oh my god, non, au secours, ça va quoi. Comment saboter une histoire, c'est incroyable. Enfin bon, bref, mais voilà, donc il y a tout ça qui se passe sur cette plaie qui se referme au fur et à mesure, qui redevient pureté grâce au Alors, sel. sauf que dans ce dernier discours, tu vois, par rapport au dernier Jedi, c'est-à-dire que là aussi, bon, je vais donner du crédit, encore une fois, à la manière dont Rian Johnson filme intelligemment, c'est-à-dire que c'est martelé par une série de coupes et de plans sur différents personnages. Donc, quand il dit tu fais erreur, la résistance renaît aujourd'hui, à ce moment-là, on a Leia et Poe. La guerre ne fait que commencer. À ce moment-là, on a Finn, pour lequel on attendait justement qu'il soit là à ranimer les Stormtroopers, à peut-être les convertir, à faire une insurrection. Vraiment, il y a vraiment tous les indices pour ça, pour Finn en mode insurrection Stormtrooper. Spartacus, tu sais. Exactement. Et donc, même là, dans cette séquence-là, il est codé comme ça. À ce moment-là, c'est lui qui représente la guerre. Et à ce moment-là, quand il dit « Et je ne serai pas le dernier Jedi », on voit le visage de Rey en matriarche apaisée, voilà, sereine, qui vient d'écarter les cailloux, qui permet donc la renaissance de la résistance, donc à la fois en sage-femme et en maman, comme on en a déjà parlé sur le sexe dans Star Wars, je crois, c'était sur celui-là. Ouais, on l'avait évoqué. Exactement, et donc elle est prête à ramener ses piou-piou Oni, là. Et donc, oui, à ce moment-là, le dernier Jedi, c'est le visage de Rey. Bon, c'est vrai qu'après, on recoupe sur Kylo et Luke. Ça peut englober, ça peut rentrer dans l'enveloppe. D'autant que dans la novélisation adulte, Kylo dit je la détruirai, et dans sa tête, je crois que c'est dans sa tête, je crois qu'il le dit pas, mais il pense c'est rien du tout que Luke a choisi comme sa protégée au lieu de sa propre chair et son propre sang. Oui, ah bah alors c'est pas l'épisode 9 qui va le rassurer. C'est ça, là-dessus quoi. Donc il y a aussi cette jalousie vis-à-vis de Rey qui Eh ben t'as été remplacé mon coco, donc effectivement t'avais raison d'être jaloux, hein, même quand t'as fait les choses coucou. bien. C'est ça, c'est le coucou. Oh la vache, quelle tristesse. Mais et puis alors après il faut voir toutes les micro-expressions d'Adam Driver, parce que tu as cette fameuse phrase je la détruirai. Alors nous on espérait que ce serait plus coquin comme destruction, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Bah, c'est-à-dire que je le détruirais, je pense qu'il le pense à ce moment-là, effectivement il est très vénère, mais cette scène-là, cette phrase-là est complètement invalidée par le dernier moment de notre séquence, qui est quand il arrive finalement, quand il peut enfin rentrer dans la base, et qu'il a accès au dernier endroit où sa mère et Luke se sont rencontrés, et il y a eu le passage... D'ailleurs, on se demande comment ça a pu être matériellement présent, hein, le dé, parce qu'on a l'impression qu'il est matériellement présent. Donc effectivement, c'est assez curieux. Ça pose plein de questions. Il y a des petits problèmes hein, quand même hein, dans ce film. Je le nie pas. Hein. Il y a quelque chose où on pourrait un petit peu tiquer. Il y en a un qui par exemple, m'a toujours gênée, c'est comment Rose et Finn sont arrivés à passer tranquillement pendant que Luke se faisait canarder par tout le premier ordre. Tu sais, ça c'est quelque chose qui me fait tiquer à chaque fois. Mais bon, je pardonne à Ryan parce que tout le reste est tellement Ils sont beau. passés par le côté pour rejoindre la tranchée. Non, ils arrivent pas par le côté justement, c'est bien ça. Non, ils arrivent par le vagin. Bah oui, c'est bien ça le problème. Tu te dis pendant tout ce temps-là, ils sont là, non, mais faites pas attention à nous. L'autre qui est en train de tirer la fille sur son espèce de traîneau improvisé là, et pendant ce temps-là, ça se fait canarder joyeusement. Non mais là pour le coup, là Ryan, là, je sais pas trop ce qu'il a fichu. Mais bon, je lui pardonne le reste. Hein. C'est grâce au reste, je veux dire. Mais ouais,
donc quand il arrive finalement dans cet endroit-là, où il y a du très joli symbolisme, hein. On a la lumière derrière lui, avec encore une fois des images de possibilités de renaissance. Il est encore prisonnier, lui, de son carcan, de son masque, de son ombre. Il est encore à l'ombre, mais la lumière perce derrière. Et au sol, il y a des espèces de tuyaux qui font un peu comme des cordons ombilicaux, donc ils montrent qu'il est pas encore, qu'il est encore en devenir, qu'il y a encore une possibilité, et il est pas en mode vénère à la fin, justement. On le voit tristoun avec ses yeux de porgue. J'essaye de bien articuler, puisque des fois on s'est tuki dans Faucon, on pensait qu'on disait des yeux de porc au début, donc c'est parce qu'on n'articule pas suffisamment, donc des yeux de porgue, j'accentue le G à la fin. Ou de chiot malheureux. De petit chiot, voilà, petit bichounet, et on voit qu'il est pas du tout en mode je vais détruire Ray, hein, il est en mode suppliant, s'il te plaît, emmène-moi avec toi, reviens me chercher, je te ferai des pattes. Bref. Je te ferai des panzani. Mais d'autant que ça paraît, c'est un parallèle que tu avais relevé. Lui, quand il rentre dans ce nid, le nid a été vidé de ses enfants par la mère symbolique qui est Rey. Et c'est pas pour rien que Rian Johnson reprend une cinématographie proche de celle où Anakin rentre dans le temple Jedi à la fin de l'épisode 3 pour vider le nid qui est encore plein de ses enfants. Il tue les enfants dans le nid, dans la matrice. Et ça montre qu'il est vraiment basculé du côté obscur. Là, quand Ben rentre, il ne peut plus tuer les enfants parce que la mère les a sauvés. Donc il rentre dans un nid vide. Et lui-même amorce sa renaissance dans ce nid. Ben oui. Et qu'est-ce qu'il voit dans la vision qu'il a? C'est Rey qui vient de finir de mettre tous ses piou-piou à l'abri dans un autre nid, dans le nid ultime qui est le Faucon Millenium, normalement. Et il voit normalement la mère de ses futurs enfants. Enfin, c'est vraiment codé comme ça, dans cette dernière interaction. Et il la supplie des yeux de l'emmener, lui aussi, dans le nid. En sachant que dans ce parallèle avec la fin de l'épisode 3, avec la revanche des Sith, comme tu le disais, où c'est vraiment, en plus, Rian Johnson l'a très bien dit, qu'il regardait la prélogie et qu'il avait fait ce rappel. Avec cette scène est très très belle de l'entrée d'Anakin dans le temple Jedi. Et c'est le début de la fin pour Anakin. C'est-à-dire, c'est son premier acte où il va tuer Anakin pour devenir Vador. C'est un des premiers actes. Le dernier étant de tuer sa femme. De tuer qui est enceinte. Et après, on pourrait dire que ça se passe en 3 temps, c'est-à-dire il y a d'abord massacrer les Jedi et les enfants, tuer sa femme qui attend ses enfants, etc. Et après, il y a l'affrontement avec le meilleur ami, qui est son dernier attachement, on va dire, avec sa vie d'avant et avec cette dernière personne pour laquelle il a de l'amour, on va dire. Oui. Et donc là, pour le coup, en mettant ce parallèle, ça devait être le premier acte de la renaissance, rédemption de Kylo, qui non seulement peut pas tuer les enfants, qui va pas tuer la mère de ses futurs enfants, et qui pouvait se rattacher à sa mère ou avec son oncle, hein, puisque justement, là où Obi-Wan ne s'est pas sacrifié pour Anakin, hein, puisque voilà. Et ne l'a pas sacrifié non plus, ne l'a pas achevé, ce qui aurait été un acte de compassion. Il l'a pas achevé, mais donc là, finalement, Luke rejoue la scène entre Anakin et Obi-Wan, mais à la Luke. À la Luke. C'est-à-dire dans la non-violence. Il lui a pas coupé les bras, les jambes. Hein. Non, et c'est un acte de compassion de sa part, pour le coup, là où Obi-Wan n'a pas su le faire. Et il lui dit pas « tu m'as déçu », parce que Obi-Wan, dans l'affrontement final, c'est « ouais, je t'aimais, tu devais apporter l'équilibre de la force, c'est dégueulasse ce que t'as fait, je suis trop déçu, t'es gros qu'une grosse crevure, va mourir ». Là, c'est le contraire, c'est là, Luke, il arrive en mode « c'est moi qui t'ai déçu, c'est moi qui me suis trompée, qui n'ai pas été là pour toi ». C'est un discours qui est complètement opposé. C'est complètement inverse. T'en as un qui accable un Anakin en souffrance et qui devrait l'achever par amour. Et de l'autre côté, tu en as un qui absout un Ben Solo en souffrance psychologique, mais maître de ses moyens, de son corps, qui est absolument pas abîmé physiquement, et qui fait un geste d'amour. Par contre, il lui dit pas qu'il l'aime. Mais j'ai envie de dire que dans Star Wars, quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, ça sent le pâté. Parce que finalement, les gens qui s'aiment le plus ne se le disent jamais. Et se le prouve. Ah, c'est un des rares trucs vraiment cohérents qui a été dit par Daisy Ridley pendant la campagne marketing du 9, c'est que les actions parlent plus que des mots. Et là, c'est vrai. Bah heureusement, parce que c'est pas avec le peu de dialogue qu'on avait dans le 9. Mais dans là, c'est pareil, en fait. Ils s'avouent leur amour sans se dire je t'aime, sans faire des déclarations à ou entre Anne et Ben également.
puisque tout à fait. les mots ne sont pas prononcés, mais c'est une affirmation, une déclaration d'amour. C'est encore plus fort quand ils se le disent pas vraiment, ou qu'ils tournent autour du truc, ou que c'est impliqué. Oui, parce que quand on se fait des déclarations d'amour, encore une fois, c'est soit Obi-Wan en train de gueuler pendant que l'autre il est en train d'agoniser au sol en grillade Charal, là. Il est en train de lui dire « Je t'aime, connard !» et à côté, t'as aussi les déclarations d'amour pourries de Anakin et de Padmé dans l'épisode 2. Donc effectivement, faut pas se dire qu'on s'aime dans Star Wars. Non, faut pas. Non, vaut mieux le prouver. Souvent, c'est au prix de sa vie, mais au moins le message est clair. En tout cas, il devrait l'être, quoi. Disons que encore une fois, l'épisode 8 laissait beaucoup de choses possibles. D'ailleurs, une petite mention spéciale pour Hux, qui est également présent dans la séquence en punching ball de Kylo. Mais je trouve que dans la scène de Crate, il a énormément plus de nuances que le I'm the spy de l'épisode 9, puisque même quand il est quand même traité comme une serpillière, ces petits échanges là, quand ils sont à bord de la navette Batman là, quand il répète systématiquement plus fort que Kylo tous les ordres, c'est rien, c'est des micro-expressions, il n'y a même pas de phrase de prononcer, mais c'est hyper bien joué, l'alchimie la dynamique, bien. elle est hyper La dynamique, elle est parfaite, et on l'a même pas, ça on le perd parce qu'ils ont sorti Pride, parce qu'ils se sont dit ça ferait mieux, mais non, on avait déjà Hux, finalement on l'aimait bien Hux, nous, et il avait plein de choses à faire Hux. Il avait un vrai rôle à jouer. En plus, la dernière image sur le... Carrément, puis en plus, quand il a là, pendant que Kylo, il est à genoux dans sa grotte avec les coucougnettes de son papa dans les mains, en mode je pourrais peut-être revenir. En sachant que, bon, je dis ça en rigolant, mais les dés, donc ils ont fait tout un film pour quand même, ces dés qui représentent la chance, la deuxième chance, et avec lesquels Ben Solo, on le sait dans l'univers étendu, aimait jouer quand il était enfant. Donc c'est vraiment l'attachement à son papa. Et il est là en train de s'apitoyer sur son sort, en mode putain j'ai fait une connerie, je vais essayer d'arranger les choses. Enfin, potentiellement c'était comme ça qu'on pouvait aller dans le 9. On a un arrêt sur le visage de Hux, qui est encore en train en mode qui s'est capété, mais on sent qu'il va prévoir un mauvais coup, quoi. Qui se dit il y a une faille à exploiter. Enfin, tout ce qu'on aurait pu faire. Enfin, encore une fois, j'en ai vu, toi et moi, des fanfictions sur déjà que le fait que ça aurait pu sortir, que c'était Kylo qui avait tué Snoke. Enfin, bref, il y avait tellement de potentiel. Leur lien dans la force découvert par la résistance, c'est elle qui se retrouve en porte-à-faux vis-à-vis de la résistance et qui comprend ce que c'est que d'être rejetée par sa famille, qui le vit à nouveau. Ah merde, ma vraie famille, ils m'ont vendu, ils m'ont rejeté, et ma famille d'adoption, ils m'ont rejeté aussi. Oh la vache, mais comment Ben, il a dû souffrir, tu vois ? Ça aurait pu créer de l'empathie entre eux, les mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leur faction, etc. Ça pouvait être une histoire d'amour, mais tellement qui tenait de la légende, quoi, le potentiel de dingue. Quel dommage, quoi. Quel dommage, parce que tu te dis, même à un moment donné, quand il lui refait sa proposition devant tous ces Stormtroopers dans le hangar, là, dans l'épisode 9, les mecs ont dû se dire, mais attends, il fait quoi ? Elle a tué Snoke, c'est quoi ce délire ? Tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Stormtroopers, quoi ? Et des officiers qui regardent ça sur les vidéosurveillance, tu te dis, what the fuck ? En fait, il se passe rien. À aucun moment, il est sur un siège éjectable au sein du Premier Ordre. Je pense qu'ils entendent rien, les Stormtroopers. Je pense qu'en fait, on doit leur passer du Muzak dans leur casque en permanence. Donc, du coup, en fait, il y a une version, tu vois, ils peuvent pas entendre ce qui est dit. Et c'est peut-être pour ça qu'ils se trompent toujours quand ils tirent. C'est parce qu'ils sont sans arrêt perturbés par... ils voient rien, ils entendent rien, quoi. C'est ça. Oh là là. Quel gâchis, parce que même Hux, tu vois, dans le genre ennemi qui paye pas de mine, faut se méfier des chiens enragés. C'est pas pour rien que Snoke l'appelle un chien enragé. Faut se méfier des chiens enragés quand ils décident finalement à mordre la main de leur maître. Tu vois ? Puis il redit quand même dans le suprématie au moment où Kylo se réveille et où il pense le tuer. C'est bien pour ça qu'il se réveille d'ailleurs, parce que le pauvre, faut pas qu'il dorme. À chaque fois, t'as quelqu'un qui va le buter. Et donc, du coup, il se dit, bon, ça y est, je vais pouvoir le tirer dessus. Mais à ce moment-là, Kylo se réveille par acte de défense. Dans leur affrontement, la première chose que dit Hux, c'est mais tu vas rien faire avec mon armée, Coco. Mm-hmm. Et ça, c'est bien montré dans le set. C'est lui qui prévoit les armes de guerre, c'est lui qui dirige l'armée, c'est lui qui dirige tout le côté opérationnel, qui est dans la logistique et dans l'idéologie fascisante du Premier Ordre. C'est son
opération à lui. C'est pas le fait de Kylo Ren, lui, c'est une espèce de relique sorcier, machin, etc. C'est le geek qui a rien à voir avec le truc, quoi, si tu veux. Ah, mais il a toujours été en marge du premier ordre. Hein. Il est en marge de tout, le pauvre garçon. De toute façon, c'est l'histoire de sa vie. Et donc, du coup, quand il dit, mais c'est mon armée du con, Dieu sait s'il pouvait derrière faire justement une manipulation de son armée, faire une espèce de sous-faction ou un machin ou un truc, enfin prévoir un coup. Et là, on a l'impression qu'il a lâché l'affaire, le type, quoi. C'est devenu un sous-fifre de base à la table des autres. Il dirige rien du tout. Moi, je veux juste que Kylo Ren perde. Je veux dire, le mec, il a mis 20 ans à monter cette armée. T'as le programme des Stormtroopers. Il a fait tuer son père, Phasma, pour monter dans la hiérarchie militaire. Il ne rendait d'ordre qu'à Snoke. C'est lui qui a provoqué le massacre. Donc il avait quand même, il était suffisamment remonté, il avait suffisamment l'autorité sur son armée pour lâcher Starkiller sur tout un système planétaire, toute la Nouvelle République. Je veux dire, le mec, c'était pas un charlot. Même s'il se transforme en punching bag dans l'épisode 8, il y a aussi ce potentiel de traîtrise qui a été très bien exploité dans plein de fanfictions et ça fonctionnait très bien. Où Kylo, il était pas du tout, il était sur un siège éjectable. Et c'est pas la démonstration sur Crate qui lui a fait gagner le respect de ses troupes. Bah non, parce qu'il faut imaginer quand même qu'il s'est quand même ridiculisé finalement. Déjà il a montré qu'il n'était pas capable d'avoir du self-control, hein, parce que tout le monde lui dit mais non mais ça suffit quoi, quand il est en train de tirer. Enfin on le voit vraiment. Et encore une fois, le jeu d'Adam Driver il est sensationnel. Enfin la palette d'émotions où on voit la colère, on voit que c'est surtout de la peur en fait. Hein. C'est un enfant terrorisé. C'est un enfant terrorisé qui réagit par la colère. Et à la fin c'est un enfant triste. C'est un enfant triste ou un adolescent qui a perdu sa chérie. C'est ses premières ruptures d'un adolescent, machin. Et oui, effectivement, quand il regarde Rey à travers leur Force Bond, déjà, c'est le seul Force Bond qu'on voit de son point de vue à lui. Donc ça, c'est très intéressant. C'est bien la preuve que Crate, c'est une métaphore pour lui, qui se passe surtout des choses pour lui sur cette planète. C'est ton moment. C'est son moment, effectivement, parce qu'il faut qu'il grandisse. C'est l'amorce de la guérison, donc c'est un moment qui est très important pour lui, ce 4e acte. Et il la regarde genre... bien sûr qu'il ne l'aurait pas tué. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Il y avait plein de gens qui flippaient des rélos après l'épisode 8. Oh là là, il va la tuer, machin. Et moi, je disais tout le temps, mais non, mais en fait, vous avez vu le dernier Force Bond ? Vous avez vu les yeux de Porg ? Bien sûr qu'il ne pourra pas la tuer dans l'épisode 9. C'est exactement ce qui s'est passé. Je pensais pas qu'elle serait aussi agressive pour lui. Je pensais qu'ils évolueraient un peu plus quand même. Mais à aucun moment, il cherche à la tuer. Enfin, je veux dire, c'est toujours elle qui dégaine en premier. Même dans l'épisode 9, pour le coup, c'est quelque chose qu'ils ont respecté. Hein. Il passe son temps à l'éviter, notamment dans le début du duel sur l'étoile de la mort, où elle est là en train de lui mettre... Et puis, elle est en train d'essayer de lui mettre sur la gueule. Il est là en train de... Mais non, mais attends, on peut discuter quand même. Mais moi, il y a un truc qui me tue toujours dans ce dernier Force Bond, c'est justement le moment. Voilà, on voit ce gros plan sur ses yeux. Les gros plans sont magnifiques. Merci Ryan Johnson, porno de la main. Et roi du gros plan. Mais c'est vrai que ce moment où elle ferme le faucon, on a ses yeux qui ont une espèce... On voit qu'il y a une question. Et il a un espèce de moment de tac, comme s'il se prenait vraiment la porte dans la gueule. Oui. Il a un sursaut à ce moment-là. Moi, à chaque fois, ça me fait quelque chose, quoi. C'est tellement bien mis en scène et tellement bien joué. C'est tellement subtil. C'est les micro-expressions d'Adam Driver, mais c'était tellement criminel de lui laisser le masque aussi longtemps dans l'épisode 9. C'est ça, en fait. On avait dépassé ce truc-là, en tout cas dans les scènes avec surtout Rey, pour lui mettre le masque comme ils l'ont fait, c'est-à-dire s'il y avait eu une explication ou s'il y avait eu une fin différente, ça passait. Mais là, dans la manière dont ça a été fait, je sais pas, ça n'apporte rien. Mais on vous renvoie à l'idée de la carabine de Tchekhov que tu mentionnais, c'est-à-dire qu'il faudrait que les choses soient mises en place. Et là, dans Crate, ce qu'on a pu vous dire, que ce soit le sel, etc., tout est mis en place parce que ça apporte un commentaire, parce que c'est un élément qui a un intérêt. C'est pas juste comme ça, allez hop, je vous bullshit avec 3 informations à la con qui servent à rien. Enfin, il y a vraiment une réflexion. Ouais. Rien n'est gratuit, rien n'a été mis là au hasard, que ce soit les dialogues à double ou triple sens, que ce soit la symbolique, le moindre accessoire, la moindre prise de vue. Puis même musicalement, je crois que tu disais la dernière fois qu'on voyait pas le thème de Rey. En fait, on voit pas. Tu avais raison, on voit pas le thème de Rey avec ses clochettes enfantines, mais effectivement, le thème de Rey, il est présent plus
plusieurs fois, notamment dans ces séquences-là, il est présent en mode majestueux, c'est-à-dire il a évolué, il est en triomphal, parce que Rey est en train de devenir une femme, elle est une femme, avec ses cheveux longs, elle avait acquis en évolution, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on déplore l'utilisation aussi bien du costume, de la coiffure, que du thème musical de Rey sur l'épisode 9. Et c'est en partie grâce à Kylo qu'elle, même s'il est brut de décoffrage, il lui donne les moyens d'avancer en lui disant que ses parents étaient personne et que bon, il aurait pu l'enrober autrement, mais ça il sait pas faire, c'est pas de sa faute, mais il l'aide à grandir. Il l'a aidé à grandir. Et normalement, dans le 9, ça devait être elle qui l'aidait à grandir lui, en l'acceptant, machin, etc. Ils devaient continuer à grandir ensemble, au lieu de régresser. Et lui, il finit par grandir avec une poussée phénoménale qui est, effectivement, quand il rebascule du côté lumineux et qu'il a cette conversation avec son père, cette espèce d'épiphanie qui fait que, ça y est, lui, il est passé à l'âge adulte, quoi. Mais ça, on vous renvoie vers nos vidéos débriefs après la sortie de l'épisode 9, quoi. Mais j'aimerais peut-être revenir sur la notion du sang et sur la question du rouge. Ouais. C'est vrai que la promotion, pareil, avait été extrêmement bien faite. C'était très cohérent, puisque les posters de promo ou le poster principal sont toujours des œuvres. J'adore les remettre quand on les remet sur les visuels. Enfin, ça rend toujours magnifiquement. Et cette promotion autour des personnages qui étaient tous vêtus de rouge, hein, on avait Rey en petit chaperon rouge. C'était vraiment très bien fait. Ça annonçait la fin de l'épisode 8, donc cette séquence de crête, puisque le rouge n'avait aucun autre intérêt, on va dire, pour le reste de l'épisode, mais c'est pour ça que ce dernier acte que certains ont vu comme un épilogue pas nécessaire était justement une apothéose très nécessaire à ce film, parce que oui d'accord, résistance, le martyr de la résistance en train de saigner, etc., mais encore une fois le rouge, alors la notion du sacrifice, puisque tous perdent quelque chose pendant ce film, tous font une forme de sacrifice ou d'évolution, exactement, mais il y a le rouge, c'est encore une fois, c'est la couleur de Kylo, il est déterminé par le rouge à chaque fois, que ce soit son sabre, il y a souvent des fonds lumineux où il est avec du rouge, et cette trilogie était normalement codée comme une trilogie du sang, la question du sang et de l'héritage, et qui était présente dès le début de l'épisode 7 par J.J. Abrams. Donc que Rian Johnson en ait fait un opéra wagnérien autour de ça, c'est une chose, mais c'est J.J. qui l'a introduit quand il nous a balancé les 3 doigts pleins de sang déjà sur le visage de Finn, déjà aussi dans la séquence d'ouverture avec Lorsan Teka qui parle de l'héritage et la question du sang, elle est discutée plusieurs fois. On a le sang sur la neige à la fin de Starkiller, de Kylo. Et donc là, dans l'épisode 8, non seulement Rian Johnson en fait ce beau tableau à la fin, mais il le discute plusieurs fois, que ce soit Snoke, quand il parle qu'il avait choisi Kylo à cause du sang des Skywalker, du potentiel de son sang. Du potentiel du sang, et même Luke après quand il parle à Rey en disant j'ai fait une erreur dans ma manière d'éduquer Kylo, je me suis fait aveugler par le magnifique sang Skywalker, etc., la lignée également. Donc cette question du sang et d'héritage, elle est cruciale. Donc encore une fois, on retourne vers l'épisode 9 qui en fait quelque chose de compliqué parce que le rouge disparaît. Il est au début, quand Kylo arrive sur Mustafar. Pareil, on nous dit pas que c'est Mustafar, on dit pas que c'est le château de son grand-père, que ce sont des cultistes de son grand-père. Oui, parce qu'il ne s'est même pas marqué Mustafar, parce que bon, certains l'ont reconnu, on peut le reconnaître. Moi, encore une fois, je me suis dit, ça ressemble, mais comme on voit pas le château, et c'est pas mentionné, personne n'en parle. C'est vrai, tu as raison, la séquence, elle commence en rouge. Ça fait une liaison avec la fin du 8. Pour ça, on pourrait repartir là-dessus, sur cette notion du sang. Mais Mustafar, enfin, on sait, puisqu'il y a eu des leaks, le livre de l'art de l'ascension de Skywalker, qui est donc repoussé au mois de mars. Donc, il y a une version coréenne, tu me dis, toi, je ne sais pas si c'est une version chinoise ou coréenne, qui circule, où on a pu voir des images qui avaient été filmées d'un oracle, une espèce de créature qui ressemble aux aliens qui vous sautent sur la gueule. Voilà. L'oracle était bien...
Ça a même été filmé, manifestement. Oui, ça a été En tout cas, filmé c'était prévu. apparemment et on voit dans le lointain, on distingue les tours du palais de Vador. Alors ça, c'est franchement frustrant également. Mais bon, voilà. Donc moi, si on avait vu les tours dans le loin, je pense que les gens auraient fait Enfin, il y aurait eu aucun doute que c'était Mustafar. Mais donc c'est vrai qu'il y a très peu de rouge finalement, à part cette Bah, séquence que tu dis au Assez début. peu. Après, c'est le bleu qui est un peu Qui maléfique, prédomine. qui Bah là, prédomine du coup, le parce que bleu. c'est gentil et les méchants, quoi. Puisque c'est les éclairs de Palpatine. Exegol, c'est une palette qui est très très froide. Donc le rouge est quasiment absent. Et c'est exsangue. C'est exsangue, puisqu'il n'y a même pas... Il y a personne pas de sang, ne saigne littéralement. plus. Les blessures sont guéries, donc on efface le sang, on efface les blessures, toutes les blessures, parce que les cicatrices, c'était quelque chose d'extrêmement important également dans la thématique de l'épisode 8. Et donc là, on les efface, on efface tout. Et le sang des Skywalker est également vidé, effacé. Et la question de l'héritage, vidé, effacé. C'est très triste. Mais ça ne doit pas nous gâcher le plaisir de cette bataille de Crate qui est, encore une fois, jamais. richissime à tous les niveaux, visuellement, thématiquement, symboliquement. Enfin, c'est... Là, on a fait qu'effleurer la surface. Comme Pardonnez la ce botte jeu de de mots. Kylo Exactement. sur le sel. Ouais. On n'a pas plongé dans les profondeurs de Crate, contrairement à Rey avec le faucon Millennium. T'avais fait un parallèle, comme elle crève les artères du cœur de Kylo, c'est exactement ça. Elle lui a brisé le cœur, oui. Il a le cœur brisé. Et oui, parce que le rouge, cette planète de Crate, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on était reparti sur ça, c'est que c'est vraiment sa planète. Alors qu'il n'est pas lié, mais c'est symboliquement, on voit bien que tout ce dernier acte, ça tourne autour de lui. Ce dernier acte, il est pour Ben. Et normalement, il est censé préparer le terrain pour le 9, quoi. Bah là, ça le prépare à se faire crever. Disons que le sel était dans l'épisode 8, mais l'addition fut salée dans l'épisode 9. Le goût amer, on l'a eu dans l'épisode 9. Ah ouais, ça, il y a de l'amertume. Mais là, pour le coup, le sel part plutôt en mode, et c'est vrai que ça se pratiquait, c'est-à-dire jeter du sel sur des champs. C'était une pratique de guerre qui est pour empêcher que ça repousse, pour amener la famine, hein, la privation de nourriture et la misère. Et bah, du coup, c'est l'épisode 9. Pour rester avec l'Antiquité, c'est la fin de Carthage aussi. Exactement, c'est Carthage. La deuxième guerre punique, les Romains ils se sont dit ce coup-ci, on va pas se faire niquer une troisième fois. Et ils ont balancé du sel sur Carthage. Donc, disons qu'au moins, Didon, elle se jette dans le bûcher quand elle a perdu l'amour de sa vie. Mais ouais. Je ne dirais que ça. Eh ben dis donc, on est arrivé à la fin de notre analyse, je crois. Bien que, comme on vous dit, je pense qu'on ne pourra jamais en faire le tour. Après, on pourrait faire une analyse image par image au niveau des plans. Le discours visuel de Rian Johnson est solide. À part quand Finn et Rose passent à côté des explosions. Voilà, je suis obligée de le dire, parce que c'est une incohérence. Et il y a effectivement le problème de cette projection de Luke, parce que pourquoi apparaît-elle du fond de la grotte comme ça? Comment se fait-il qu'il arrive à embrasser sa sœur et à lui passer les dés et qu'elle se rende pas compte? Non, elle se rend compte. Elle s'en rend compte, oui, mais alors comment ça se fait qu'elle peut garder les dés et qu'elle peut les laisser derrière pour son fils? Je sais pas, est-ce qu'ils ont eu un accord tacite Puis tu l'imagines laisser les dés comme ça par terre dans la poussière? Pour son fils, oui. Dans la poussière. Ouais. C'est bizarre. C'est un peu curieux quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que Luke, il est apparu de nulle part, mais ça, les résistants ne le savent pas. Et quand Poe dit comment il est arrivé là? Comment il est arrivé là? Et c'est là qu'il a l'idée que peut-être il y a une autre entrée, ou une autre sortie en l'occurrence, et qui suivent les renards de cristal, on les a pas mentionnés, mais ils sont on les avait mentionnés, on les avait mentionnés dans les aliens. Ouais. Oui. Dans la rencontre du troisième type. Mais c'est parce que Luke est apparu, alors de nulle part, mais ça ils le savent pas, qu'ils ont l'idée d'aller chercher une autre sortie, et là, Rey les fait sortir. Donc je pense que Luke avait pensé à tout ça. Drôlement fort. Bah écoutez, revoyez la scène de Crate avec cette lecture. En boucle. Voilà, nous ce qu'on vous offre tous les mois, c'est une vignette du dernier Jedi pour que vous puissiez... C'est un nouvel éclairage, un spot qui fait le focus sur un passage en particulier. Donc voilà, revoyez du dernier Jedi, voilà. Ah ouais, revoyez cette séquence magnifique, prenez-en plein les yeux avec le rouge et le blanc. C'est pas le rouge et le noir, c'est le rouge et le blanc.
Et on va vous laisser méditer là-dessus. N'hésitez pas à intervenir dans les commentaires, à cliquer, à en parler sur les réseaux sociaux, etc. À vous abonner si vous nous découvrez. Et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle heure du dernier Jedi, une nouvelle vignette. Et puis à la semaine prochaine pour du contenu thématique. À la semaine prochaine.